Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la vie et de l'œuvre de Charles de Coninck avec le philosophe Maxime Valcourt-Blouin. On vous présente des extraits du court-métrage intitulé Le Rempadrette et on parle de la vie rurale et de l'idéal du retour à la terre avec la journaliste et cinéaste Sarah-Christine Bourriane. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons d'abord parler d'une figure importante de chez nous et pour en discuter, nous avons avec nous Maxime Valcourt-Blouin. Bonjour. Bonjour. Maxime Valcourt-Blouin, vous êtes technicien en documentation, philosophe et vous avez travaillé sur le tome 4 de ce magnifique ouvrage, le tome 4 des œuvres de Charles de Coninck, intitulé Inédits et témoignages, où vous signez une introduction vraiment remarquable. Mais avant de rentrer dans le sujet, pouvez-vous nous présenter qui était Charles de Coninck et quelles étaient un peu les différentes étapes de son parcours académique? Oui, donc Charles de Coninck est un philosophe québécois d'origine belge. Il est né en 1906 à Torhout, une localité flamande en Flandre. Et il a déménagé aux États-Unis au début de la Première Guerre mondiale, à Détroit. À 11 ans, il perd sa mère et puis vers 1921, il retourne en Belgique où il fera ses études classiques au Collège Notre-Dame d'Ostende. Par la suite, il tentera pendant 3 ans d'intégrer les Dominicains de Gand, mais ses efforts seront infructueux. Il poursuivra cependant ses études en devenant docteur en philosophie en 1934, en soutenant une thèse de doctorat sur la philosophie des sciences de Sir Arthur Eddington, le grand astrophysicien. Et puis, peu de temps après, en raison notamment de sa notoriété croissante dans le monde académique, il sera invité au Québec par Monseigneur Maurice Roy, qui était alors à la tête de l'Institut de philosophie de l'Université Laval, qui deviendrait par la suite une faculté. Et puis, il demeurera, après cela, pendant longtemps, l'une des figures majeures de cette faculté, au point d'en être le doyen de 1939 à 1956. Et puis, il décédera en 1965, après une longue et fructueuse carrière d'intellectuel à Rome, où il était peritus, c'est-à-dire expert théologien pour le Concile Vatican II. Et donc, ce sera une figure vraiment centrale du rayonnement intellectuel québécois. Charles de Coninck était également, disons, il s'inscrivait dans le courant du thomisme qui était très, très populaire à l'époque. Parlez-nous un peu de l'intention que vous aviez comme je l'ai dit, il s'agit du tome 4, la publication des œuvres de Charles de Coninck. Quelle était l'intention derrière ces 4 volumes? Oui, bien, l'intention essentielle, c'était de faire connaître et faire rayonner davantage la pensée de Charles de Coninck par le biais de ses écrits principaux, en les rendant davantage accessibles au public. Donc, les 3 tomes qui ont été publiés avant le mien, l'ont été en fonction des axes majeurs de sa pensée, soit sa philosophie de la nature et des sciences, puis sa philosophie sociale et politique, et par après, sa théologie, et en particulier sa théologie sur la Vierge Marie.
Le tome sur lequel j'ai travaillé, quant à moi, visait principalement à faire connaître des œuvres provenant des archives de Charles de Coninck qui étaient essentielles, d'après moi, pour mieux faire comprendre des aspects de sa pensée que les œuvres publiées de Charles de Coninck mettaient moins en valeur et qui, en même temps, pouvaient servir de fil conducteur pour mieux comprendre sa pensée en général. Et cette pensée de Charles de Coninck, elle est très liée, bon, comme je l'ai dit, au mouvement du thomisme, cette philosophie de saint Thomas d'Aquin, vraiment au cœur des études ecclésiastiques, mais pas que. Dans ce tome 4 des inédits et témoignages, vous le divisez en 3 parties. Pouvez-vous nous parler un peu de des 3 parties qui divisent ce tome 4 des œuvres de Charles de Coninck? Oui, en fait, la première partie est un peu une introduction, une initiation à la philosophie telle que comprise par Charles de Coninck. Et puis, d'après moi, c'est vraiment une introduction qui est une porte d'entrée dans son œuvre en général. Ce sont des textes qui ont été publiés pour la plupart au début de sa carrière, enfin pas publiés, mais qui ont été écrits au début de sa carrière et qui montrent que dès le départ, il avait vraiment une vision de la philosophie propre et qu'il a développé et déployé tout au long de sa carrière. La deuxième section porte davantage sur la philosophie de la connaissance et sur le bon processus d'éducation que l'on doit suivre pour développer notre connaissance intellectuelle d'après lui. Pour Charles de Coninck, il faut vraiment prendre en compte tout l'aspect incarné de l'être humain pour pouvoir bien comprendre comment nous parvenons à connaître et à devenir vraiment des êtres intelligents et connaissants. Et puis la troisième section parle en particulier de la manière par laquelle il a abordé un grand philosophe des sciences du 20e siècle qui s'appelait Émile Meyerson et qui était un philosophe polonais qui est naturalisé français et qui avait développé une vision de la dialectique qui, d'après lui, était très féconde pour comprendre le processus intellectuel. Pouvez-vous nous présenter peut-être la première partie, plus spécifiquement, sa vision de la philosophie qui était très liée à sa vision de l'éducation notamment. Qu'est-ce qu'était la philosophie pour Charles de Coninck? Pour Charles de Coninck, la philosophie est vraiment un exercice, c'est vraiment un acte de l'être humain. Ce n'est pas uniquement un discours abstrait ou un contenu conceptuel. C'est l'acte de celui qui recherche la sagesse et puis qui recherche la connaissance. Donc, pour lui, cela implique que les êtres humains ont besoin de la sagesse, que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour leur développement plein et entier, et qu'il faut vraiment être formé au plan intellectuel, mais aussi au plan humain, pour pouvoir pleinement devenir philosophe et le demeurer, et accomplir ce travail-là de philosophe comme une vocation réellement. Et comment va-t-il mettre cette vocation à la sagesse et à la transmission de ce savoir dans sa vie concrète? Oui, eh bien, il va être un grand penseur itinérant en quelque sorte parce qu'il va donner de nombreux cours et de nombreuses conférences un peu partout dans le monde. Et cela en partie par nécessité pour pouvoir mieux nourrir sa famille et pour pouvoir mieux subvenir à ses propres besoins, mais aussi parce qu'il considérait que l'enseignement était une œuvre de miséricorde, que c'était une œuvre fondamentale pour toute personne qui était dans un état comme d'ignorance ou bien qui avait besoin d'être enseigné. Et en même temps, il considérait que c'était une opportunité fondamentale de concrétiser son enseignement et de le mettre en rapport avec la réalité des gens qu'il rencontrait et de l'affûter par le fait même.
J'imagine qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont pu profiter de ces enseignements au cours des années. Dites-nous pourquoi, en 2021, aujourd'hui, Charles de Coninck est-il pertinent selon vous? Il est pertinent, je pense, d'abord et avant tout en raison de sa vision humaniste. Il a vraiment centré sa philosophie sur une réactualisation de la pensée de saint Thomas d'Aquin et d'Aristote, et non pas uniquement sur une répétition de celle-ci, d'après moi. Il a voulu être vraiment fidèle aux principes de cette philosophie, mais en même temps, il a vraiment cherché à développer une réflexion centrée sur les problèmes et sur les problématiques de notre temps. Et donc, sur des questions telles que celles de la société moderne, du grand État, et aussi sur des questions d'ordre plus théorique comme la place des sciences dans le discours philosophique et dans le discours rationnel en général. Il est, d'après moi, une véritable référence intellectuelle que l'on gagnerait à exploiter de nos jours, et ça, indépendamment de nos allégeances confessionnelles. Et pour ceux qui voudraient en apprendre davantage, j'invite nos téléspectateurs à consulter et à écouter le balado que nous avons réalisé ensemble, Maxime Valcourt-Blouin, Parésia, sur la vie et l'œuvre de Charles de Coninck. Et j'invite également à nos téléspectateurs à se procurer ce livre, les œuvres de Charles de Coninck en 4 tomes, mais notamment ce 4e tome intitulé Inédits et témoignages, dans lequel vous signez une introduction vraiment remarquable, le tout publié aux presses de l'Université Laval. Alors, Maxime Valcourt-Blouin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. De notre côté, on va aller voir un court-métrage intitulé Le rang Padrette, une réalisation de la journaliste et cinéaste Sarah-Christine Bourriane. T'as trouves-tu belle notre terre, Éléonore? Oui. Es-tu grande? Oui. Puis ça va être à qui après moi, la terre? Maman, après ça, c'est moi. Après ça, c'est Baptiste. Sais-tu c'était quelle grand-maman qui faisait ça, Éléonore? C'est grand-maman Bilodeau. Antoinette Bilodeau. C'est son chaudron en plus. Ah, c'est le chaudron à elle? Ouais, c'est le chaudron à grand-maman. Ah, t'as le Ouais. Elle accumulait comme tout son gras pendant tout l'hiver. Fait que nous autres aussi, c'est le gras de notre cochon. Au printemps, comme ça, il faut qu'il y ait encore de la neige, c'est bien important. Mais là, elle prenait tout son gras, mettait ça tout dans le chaudron, puis elle faisait son savon. En tout cas, moi, j'aime bien mieux faire mon savon comme ça dehors, dans le chaudron, à côté d'un bon feu, que de partir puis aller m'acheter du savon à l'épicerie ou dans un magasin, là. Maman, Oui? j'ai une bonne idée. Quoi? On pourrait faire des mots.
Dans cette troisième partie d'émission, nous allons discuter du retour à la Terre et pour nous en parler, nous avons avec nous Sarah-Christine Bourriane. Bonjour! Bonjour! Sarah-Christine Bourriane, vous êtes journaliste à ECDQ ainsi qu'au Verbe Média. Vous êtes mère de famille et cinéaste et réalisatrice du reportage dont on a vu un extrait tout de suite avant cette entrevue de votre film « Le rend pas drette ». Alors, pouvez-vous nous parler de ce documentaire, vos sources d'inspiration et peut-être l'intention que vous aviez pour réaliser ce documentaire, Sarah-Christine Bourriane? Oui, tout à fait. Ben, c'est un premier documentaire que j'ai fait. Je dirais que c'est un court-métrage d'une durée de 25 minutes. Puis, c'est un portrait assez contemplatif d'une famille qui vit sur une terre et qui a une vocation assez spéciale aussi de transmettre des racines, d'être agriculteur aussi. Puis, moi, dans le fond, c'est ça, je suis une chrétienne qui prie. Puis, j'ai eu l'inspiration de ce film-là dans la prière, je tiens à le dire, parce qu'au début, c'était une démarche, je dirais, spirituelle aussi, de vouloir montrer un témoignage de foi à l'écran, sans trop nécessairement le nommer, mais puis je connaissais aussi Carl et Alexandra, puis je voyais que c'était des personnages assez inspirants, là, personnages dans tous les sens, là, personnages pour un film, mais aussi parce que c'est des personnages en soi. Donc, je trouvais qu'il y avait dans leur quête de radicalité quelque chose d'intéressant à montrer. Moi, je m'intéresse aussi aux personnes de la périphérie, des parcours un peu marginaux. Je dirais que ça m'intéresse. Puis visuellement, je savais que ça allait faire quelque chose de beau. J'ai toujours aimé, moi, les documentaires. Là, j'avais vu, par exemple, le film Le Semeur, qui montrait le portrait de quelqu'un qui conserve des semences, même anciennes pour la biodiversité. Puis, il avait fait un portrait, mais je trouvais que c'était très beau. Mais je trouvais qu'avec Carl et Alexandra, j'aurais pu faire un portrait un peu de même nature, mais avec quelque chose de plus qui est la quête de sens, puis leur désir de rendre ça communautaire, de transmettre aussi des savoir-faire. Puis c'est un peu tout ça là, qui m'intéressait. Tout ce qui... C'est aussi un prétexte pour aborder d'autres enjeux, ce film-là. Puis j'ai vu que ça ouvrait sur plus large aussi. En ce sens, parlez-nous un peu de cette famille que vous suivez pendant... Bon, vous allez pouvoir nous expliciter un peu tout le temps, le tournage, comment tout ça s'est passé. Mais parlez-nous un peu de l'historique et de... disons, le cheminement de cette famille qui, on peut le dire, prend ses idéaux très au sérieux. Oui. Ben déjà, avant de se rencontrer, les deux avaient des parcours assez intenses, là. Je pense à Alexandra qui était très idéaliste, qui voulait vraiment vivre une vie, c'est ça, là, vivre dans le bois carrément. Elle a déjà eu l'expérience pendant qu'elle étudiait au cégep. Au lieu d'avoir un appartement comme la plupart des personnes, elle vivait dans une tente prospecteur sans eau courante ni électricité. Puis c'était un peu son idéal de vie. Puis quand elle a rencontré Carl, qui lui aussi venait d'une famille d'agriculteurs, c'est une ermite du lac Saint-Jean qui les a fait se rencontrer. Puis les deux, c'était des joueurs de musique, ils jouaient harmonica, accordéon, cuillère, de la claquette. Puis, ils chantaient aussi des répertoires de musique traditionnelle. Fait que dès qu'ils se sont rencontrés sur le terrain d'une ermite, ils ont joué ensemble la musique. Fait qu'il faut dire que c'est un match, le match parfait, comme on peut dire. Puis les deux avaient le souhait de vivre une vie, c'est ce trait de dépouillement. Puis, ils sont partis, ils ont vécu peut-être pendant... en fait, quand ils se sont rencontrés, c'est dans un pèlerinage sur la basse Côte-Nord en plein hiver. Donc, Alexandra partait faire cette expédition et Carl le suivit. Puis c'est comme ça qu'ils se sont côtoyés. Puis ensuite, durant 2 ans, ils ont cherché une terre où s'installer. Puis ils étaient un petit peu comme ça, là, sans trop savoir où ils allaient. Puis en plus, Alexandra était enceinte, puis il y avait toujours pas d'endroit où habiter. Puis à un moment donné, quand ils ont vu la terre à Saint-Alfred,
les deux dans leur cœur, ça le dit oui. Puis c'est là qu'ils ont vu à cause de l'unité, c'est ça, de leur désir d'aller là, ben, ils se sont dit, OK, c'est ici qu'on veut faire comme notre projet communautaire d'agriculture. Donc, on voit que c'est des parcours de vie assez inusités déjà à la base. Donc, c'est ça. Mais c'est une vie d'agriculteur choisi, mais c'est également il y a une dimension chrétienne forte à leur cheminement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, moi, quand je les ai rencontrés, c'était à la Fête des Tantes, qui est un rassemblement de la jeunesse franciscaine. Puis, ils organisaient aussi l'événement Racines franciscaines. Donc, c'était durant une fin de semaine, les gens se rejoignaient pour apprendre des savoir-faire traditionnels, faire du pain amérindien sur le feu, manger juste des choses du Québec et tout ça. Mais tout ça dans le cadre d'un événement franciscain. Donc, à chaque fois que Carl et Alexandra font des événements, il y a toujours une messe, des temps de prière, une messe dans la grange. On est assis sur des bottes de foin. Donc, tout ça dans un cadre naturel. Puis, eux, ils prient, c'est ça, tous les matins, le soir. Donc, ils essaient vraiment malgré leur horaire chargé des fois de l'été où ils travaillent là, des 15 heures par jour ou je sais pas combien de temps, mais ils trouvent quand même le moyen d'essayer de s'en remettre à Dieu. Puis on voit des extraits aussi de ça dans le film. Donc oui, vraiment, ils veulent vivre une vie quand même de sobriété, de dépouillement dans l'inspiration, c'est ça, de la spiritualité franciscaine. Puis en même temps, ben c'est ça, ils veulent aussi le partager avec d'autres. Et cette vie qu'ils désirent partager avec d'autres et cet élément chrétien, ils le vivent d'une manière choisie, mais parfois certaines personnes qui désirent et qui voient ce retour à la terre comme un idéal arrivent dans la réalité et c'est moins beau qu'ils ne se l'étaient imaginé. Vous avez pu les suivre. Comment ont-ils vécu ce décalage parfois difficile entre l'idéal et la réalité? Ben déjà, moi, comme documentariste, quand je les ai approchés, j'avais un idéal d'eux. En fait, là, je disais à Alexandra, je voudrais des images de toi pendant que tu fais du rouet. Tu sais, elle prend la laine le poil du lama, puis elle en fait de la laine. Mais elle m'a dit, ben Sarah, j'ai pas le temps de faire du rouet. Moi, je voudrais en faire, mais j'ai pas le temps. Puis Carl, ben lui, je voulais le prendre en image pendant qu'il travaillait le bois. Puis lui-même me répond, ben moi non plus, j'ai pas le temps. Durant l'hiver, il faut que je fasse de la paperasse. Puis il me disait que finalement, être agriculteur, se démarrer en entreprise comme agriculteur, ben l'hiver, tu dois remplir des papiers, tu dois travailler très fort, puis t'as pas beaucoup de main-d'œuvre parce que les gens connaissent pas beaucoup ça. Tu sais, sont seulement 3 agriculteurs à Saint-Alfred. Puis, ben si tu t'enregistres comme entreprise, tu veux te faire connaître, donc t'as comme pas le choix d'avoir l'Internet. Puis eux, dans leur idéal, en tout cas, Alexandra aurait voulu ne pas avoir Internet. Elle aurait voulu juste consommer des produits qui selon les saisons. Donc, elle y arrive quand même. C'est impressionnant qu'il arrive à... Tu sais, nous, on va à l'épicerie, des fois, je pense même pas à... OK, les fruits, ben ils viennent de loin. Mais eux, vraiment, dans le documentaire, elle en parle. Elle dit, bon, là, la seule chose, on mange des bananes, mais tu sais, elle se sent mal de ça, là, tu sais, pour dire qu'ils sont vraiment comme exigeants aussi envers eux-mêmes. Mais c'est très dur, tu sais, leur idéal, ça serait de pas non plus s'être endetté. Donc finalement, ils ont beaucoup de factures à payer comme tout le monde. Ils n'ont pas le choix d'avoir de l'essence, mais c'est comme une contradiction d'être dans le monde moderne, puis en même temps d'essayer de vivre aussi en autarcie, puis d'essayer de... Donc c'est un peu avec tout ça un équilibre qu'ils doivent trouver. Puis c'est un peu comme ça dans la vie chrétienne aussi. Là, au début, je voulais appeler mon film Terre promise parce que je me disais, ben c'est comme ça, on a des grands idéaux, mais on se heurte à la réalité, notre nature qui est pas toujours... Donc, c'est un peu ça. Ils font des adaptations, puis en même temps, ben la manière dont ils vivent, c'est quand même aussi c'est ça, différent de la plupart des personnes qui habitent en ville. Là. Ils arrivent quand même à vivre un petit peu de leurs idéaux, mais pas autant qu'ils le voudraient. Votre film est sorti avant la pandémie de COVID-19, mais justement, depuis cette pandémie, il y a eu un certain engouement pour sortir de la ville. Plusieurs ont cherché à la campagne un nouveau lieu pour s'établir. Parlez-nous, et justement, de ce fait, on peut regarder votre film avec un regard nouveau. Comment voyez-vous aujourd'hui, après cette crise de pandémie, ce retour à la Terre? Croyez-vous que justement, ce nouveau mode de vie est possible? Est-il un chemin de bonheur pour tous ou simplement il faut vraiment savoir dans quoi on s'embarque selon vous?
Ouais, ben il faut savoir sûrement dans quoi on s'embarque, là. C'est sûr que ils ont pas beaucoup de sources de revenus, là, Carl et Alexandra. Donc déjà, c'est une vie quand même, puis que ça exige beaucoup de travail, comme je le disais, durant l'été. Tu sais, je pense que c'est bien qu'il y en ait qui aient cette vocation-là, cet appel-là. Puis eux, Carl et Alexandra en font profiter à des personnes qui veulent venir les visiter. Donc c'est comme il y a des moines dans l'église, mais c'est pas tout le monde qui est appelé à devenir moine, mais ils offrent les monastères, puis ben, les gens font des expériences de silence, puis après ils reviennent chez eux, puis sont un petit peu plus consciencieux, tu sais, de l'importance de ça. Donc je pense qu'en allant passer un temps sur une terre, ben c'est bien d'apprendre à faire pousser des choses. Moi je suis en ville, je sais même pas faire pousser des tomates, là. Je me sens, tu sais, si on avait à me mettre en campagne, je pense que je sais pas si je survivrais ou en tout cas, mais c'est bien au moins qui transmettent ce savoir-là. Puis je pense que comme citoyen aussi, c'est bien de pouvoir être le plus libre possible puis de savoir c'est ça, cultiver nos propres choses, d'essayer de vivre en accord avec les saisons, de consommer plus local. Fait que je pense que quand il y a des gens qui ont cette vocation-là, ben au moins ça montre qu'on peut avoir comme des choix de consommation plus intelligents, plus consciencieux, puis on va là, on se rend compte que la nature est belle, que c'est donc ça sensibilise sur cet aspect-là d'essayer de vivre sa vie en accord peut-être plus avec le rythme de la nature. Tu sais, puis je pense que ça c'est bon. Après ça, tout le monde, c'est sûr que tout le monde pourrait pas avoir des terres agricoles en ce moment, là, physiquement parlant, mais je pense qu'on peut avoir un petit potager dans son même en ville ou en tout cas c'est sûr que ça ouvre vers quelque chose de souhaitable, puis un retour à un rythme peut-être plus lent. Puis je pense que tout le monde recherche ça aussi, puis qu'on est allé dans un autre excès, sans revenir nécessairement à comment vivaient nos ancêtres, là, mais s'inspirer de ça pour mieux vivre notre quotidien présent. Et en terminant, pour ceux qui voudraient en apprendre davantage sur cette famille qui accueille et pour visionner, pour ceux qui voudraient voir votre court-métrage, comment s'y prend-on? Bonne question. J'ai écrit à mon distributeur pour le savoir, mais c'est distribué par Spira, donc ça a été aussi acheté par UniTV, donc je sais qu'il va être disponible à un moment donné sur UniTV. Là, il est encore dans une tournée en festival. Tant que ça, c'est pas fini, il est pas encore accessible sur le site de Spira. Donc là, moi, j'ai une page Facebook, je tiens les informations à jour, mais je sais qu'à un moment donné, le lien va être accessible. Mais pour le moment, je suis un peu dans l'incertitude par rapport à ça, là, à savoir, déjà, on sait pas trop, il va être pris dans quel festival, c'est ça. Donc, il va y avoir des diffusions possibles, mais pour le moment, j'ai pas d'informations précises. Très bien. Alors, Sarah-Christine Bourriane, je rappelle que vous êtes journaliste à ECDQ et au Verbe Média, mère de famille. Vous êtes cinéaste et réalisatrice de ce court-métrage dont nous avons eu la joie de discuter ensemble aujourd'hui, Laurent Padrette. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Francis. Bonne journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.